commencé à travailler avec Alexandre Troner sur un film de John Huston qui s'appelle L'homme qui voulut être roi, qui est un film absolument formidable, avec des décors somptueux. Et j'ai été pris parce que je faisais mes études d'architecture et que je savais donc dessiner des plans. Il faut expliquer que si le chef décorateur fait des maquettes, ensuite, derrière, il a un assistant, ou même deux, ou même trois, selon l'importance des décors à réaliser, qui sont là pour transformer la maquette en plan de construction pour les constructeurs. Parmi les constructeurs, il y a tous les corps d'État que l'on peut trouver dans la construction normale, dans l'architecture aussi. Il y a absolument tous les corps de métier. Il y a les menuisiers, il y a les peintres, il y a les serruriers, il y a les staffeurs, il y a les... voilà. Et, sauf, évidemment, le gros œuvre n'est pas représenté, bien entendu. Mais les détails de construction sont absolument les mêmes. Il faut savoir dessiner des moulures, il faut savoir faire des coupes, des façades, des élévations, tout à l'échelle de 1 pour donner aux menuisiers, pour donner aux staffeurs, etc. Donc, souvent, les équipes qui sont autour du décorateur viennent de l'architecture, parce qu'ils ont été formés pour faire des plans, etc. Donc, j'ai commencé comme ça. Et sur le film de John Huston, il y avait des décors absolument énormes et fantastiques. Et toujours avec même dans les grands décors, il savait imprimer son talent et surtout choisir les éléments architecturaux qui seront les plus appréciés à l'image. Plus précisément, le travail du décorateur, c'est pas simplement d'accrocher des rideaux sur les fenêtres, d'apporter des accessoires ou même de construire une chambre comme ça. Le décorateur doit d'abord s'inspirer très très fortement du scénario, mais de l'esprit du scénario. Et ensuite, transmettre cet esprit tout au long des différents décors, en accord avec le scénariste, le réalisateur, bien entendu. Mais c'est vraiment un travail très en profondeur et en même temps en détail, puisque un objet peut donner un sentiment tout autant qu'un grand décor. Donc, et quelquefois, un grand décor a moins d'importance qu'un objet dans certaines scènes. Donc c'est un travail qui est en fait très large, qu'on connaît peu d'ailleurs dans le public, mais qui est essentiel. Et puis le chef décorateur est tout de suite là quand il y a un projet de film, finalement. Parce que c'est lui qui donne la première visualisation de ce que sera certaines scènes, que ce sera même l'esprit du film. Parce que quand on lit un scénario, si on a la chance de pouvoir lire un scénario et disons d'être investi dans un projet de film, rien n'est indiqué sur les décors. On dit bah, ça se passe dans une cuisine, ça se passe dans une salle à manger, ça se passe dans la rue, etc. Mais comment est la cuisine, comment est la rue? Bon, donc il faut faire... Le décor doit exprimer déjà l'esprit des acteurs, enfin de la scène et tout ça. Are we dressing for dinner? You know, just come as you are. Alors, Alexandre Troner, donc, un grand décorateur de cinéma, qui a beaucoup développé sa carrière en France, est venu en France, donc il est hongrois d'origine, et il a quitté la Hongrie sous un régime qui n'était pas très favorable aux Juifs hongrois de l'époque. Il est venu s'installer en France et tout de suite, il a rencontré, c'était la chance de sa vie, m'a-t-il dit un jour, il a rencontré les frères Prévert. Donc c'est comme ça que toute sa carrière française et ensuite sa carrière aux États-Unis a commencé à Paris dans les studios de Billancourt, de Boulogne. Et ça, c'est ses premiers contacts magnifiques et ça a été sa chance, puisqu'en fait, il est arrivé à Paris en ne connaissant personne. Et il n'était pas venu à Paris, d'ailleurs, pour faire du tout du cinéma. Il avait déjà une carrière de peintre à Budapest. Il est né à Budapest. Et il était même déjà, il faisait partie d'un groupe de peintres d'avant-garde, comme on disait à l'époque. Et donc il a fait des expositions. Et aujourd'hui, il y a quelques tableaux de lui qui sont dans le musée de Budapest, qu'on peut voir et qui représentent un certain mouvement d'avant-garde de l'époque. Donc, comme je vous disais, il est arrivé en France assez jeune pour
pour commencer sa carrière de peintre. Et il s'est installé du côté de Montparnasse, où étaient tous les peintres de l'époque. Et un jour, quelqu'un lui a proposé de venir faire ce qu'on appelle une découverte sur un décor de film. Je ne savais pas ce que c'était. D'ailleurs, je pense que peu de monde sait ce que c'est qu'une découverte. Une découverte, en réalité, c'est un très grand tableau que l'on place derrière une fenêtre, par exemple, lorsqu'on construit un décor en studio, et qui permet de faire croire qu'à l'extérieur de cette fenêtre, il y a une forêt ou il y a un immeuble d'une ville, d'une rue, etc. Ça s'appelle une découverte. Et aujourd'hui, c'est encore un terme que l'on emploie. Alors, avec des techniques différentes. Des fois, au lieu que ce soit peint par un peintre, un chef peintre du cinéma, c'est quelquefois numérique, ou quelquefois c'est en post-production. On met un fond vert, et sur ce fond vert, on met une maison, un immeuble, une forêt. Et donc, il a dit oui. Et puis, comme il m'avait dit un jour, et à partir de là, le cinéma m'a... Voilà, j'ai été absorbé par le cinéma et l'argent que je pouvais en tirer. Parce que quand on est jeune peintre et qu'on n'a pas un sou, donc il a fait ça de plus en plus. Et puis il a rencontré Lazare Merson, qui était un grand décorateur de l'époque, qui a fait des films avec Feder. Il a été intégré à cette équipe. Donc après quelques années, il est devenu chef décorateur et on lui a confié les décors importants des films de Marcel Carné, comme Drôle de drame, le décor des Enfants du paradis, Les visiteurs du soir, etc. Trau m'a raconté un jour qu'il a rencontré Billy Wilder par hasard. Ils avaient un ami commun, Billy Wilder et Alexandre Troner, qui s'appelait Noel Howard. Et Noel Howard était un assistant de réalisateur américain. Maintenant, comment est-ce qu'il a connu Noel Howard? Je pense qu'il l'a connu parce que Noel venait faire des repérages pour un film américain qui devait se tourner à Paris. Et ils sont devenus très, très amis, Noel Howard et Alexandre Troner. Et Billy Wilder, en fait, a été présenté, ou plutôt Troner a été présenté à Billy Wilder par l'intermédiaire de Noel Howard. Et Noel Howard, c'était un homme absolument charmant, mais qui voulait faire des films, mais qui était assistant et qui a permis à Troner de rentrer dans le milieu américain, en fait, en quelque sorte. Billy Wilder adorait Troner. Parce que pendant une soirée, il a souvent raconté que Troner lui avait vraiment sauvé beaucoup de difficultés de décor. Et en fait, Troner, dont on parle là aujourd'hui, c'était un magicien du décor. C'est-à-dire que je connais beaucoup de décorateurs, je suis décorateur moi-même, mais je pense que Troner avait quelque chose de très différent. J'ai travaillé avec lui et sur les maquettes, c'est-à-dire sur les dessins préparatoires de ces décors, bien entendu, tout ce que je vous ai dit était déjà exprimé, l'esprit, la couleur, l'espace, etc. Mais il y avait toujours quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, je pense que c'est son humanité, sa joie de vivre, était tout à fait exprimée dans ces maquettes. La collaboration d'Alexandre Troner et de Billy Wilder, c'est une collaboration d'abord qui s'est étendue sur de très nombreux films. Je pense qu'ils avaient une complicité. Je pense que c'était une complicité qui était un peu au-delà de la profession, dans le sens où c'était aussi tous les deux personnalités qui sont venues des pays de l'Est. Ça a dû les rapprocher dans les premiers contacts. Ensuite, bien sûr, professionnellement, Troner était tout à fait exceptionnel. Maintenant, vous expliquer leur collaboration, c'est très difficile d'exprimer la collaboration entre un chef décorateur et un réalisateur. Forcément, c'est basé sur la confiance et sur la certitude qu'il y aura une bonne transmission des idées et de l'esprit du film. Pour ceux qui travaillent avec le chef décorateur, c'est une chose qui est difficile à apprécier. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que
le lien, l'expression entre le réalisateur et le chef décorateur, c'est la maquette, c'est le dessin. Ce n'est pas les mots, c'est en fait ce qui est présenté pour réaliser un décor. Tous les collaborateurs du décorateur, du chef décorateur, ensuite doivent construire ce décor. Donc, on a devant nous le projet de maquette de Troner, qui était un homme qui parlait peu. C'était, on pourrait même dire, un taiseux, très charmant, mais qui nous mettait sous les yeux ces maquettes en nous expliquant très très peu ce qu'il fallait en faire. Sinon, qu'il souhaitait que, bien sûr, sur le studio, soient construits à peu près les mêmes perspectives. Et ça, c'était un casse-tête absolument épouvantable. Pourquoi? Parce que c'est facile de dessiner des perspectives. Mais dans un studio, les dimensions sont fixes. Et donc, pour exprimer les perspectives et les points de fuite, ça demande des constructions quelquefois très complexes. Et il est arrivé souvent, moi quand je commençais dans le métier, de voir l'assistant s'arracher les cheveux parce qu'on n'arrivait pas à construire, disons très aisément, les maquettes que l'on devait reproduire. Mais c'était en même temps, c'était tout son talent, parce que lorsque l'on allait sur les décors construits, quelquefois les décors paraissaient tordus, paraissaient curieusement construits, un peu déformés. Mais ce qui comptait, en fait, c'est l'œil de la caméra. Et l'œil de la caméra, c'est un seul œil, ce n'est pas les deux yeux, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'effet de volume, normalement. Mais justement, ces décors, à lui, donnaient toujours cette expression de profondeur, de décors surprises. C'était toujours des décors qui étaient adaptés aux situations, bien entendu, mais qui apportaient toujours quelque chose en plus. On était toujours intrigué de se demander mais pourquoi il y a cette fenêtre-là, pourquoi il y a ça derrière. On se posait un peu inconsciemment les questions, et donc ça devenait un environnement intéressant, enfin, qu'on regardait avec questionnement. L'histoire du scénario de Billy Wilder, c'est de montrer un homme, un petit homme, on va dire, perdu dans l'immensité de grands bureaux, à la fois perdu aussi dans la vie et dans la ville. Et donc il y avait deux décors importants, son appartement et le bureau dans lequel il travaille. Et l'idée, c'était de faire un espace le plus grand possible pour exprimer que cet homme était perdu dans l'immensité professionnelle, même s'il avait un bureau à lui, il y en a tant et plus autour de lui, et pour montrer qu'il faisait un travail répétitif. Enfin bon, ça c'est le sujet. C'est un sujet que Trau a beaucoup aimé, parce qu'il aimait bien à l'époque, de montrer ça, c'était important, c'était un point de vue important à montrer au public. Ils ont fait des repérages, comme on fait toujours, pour trouver un grand plateau, un grand bureau existant, parce que quelquefois on tourne dans des lieux existants, bien entendu. Et en fait, ils n'en ont jamais trouvé, parce que tous les bureaux étaient plutôt déjà entrecoupés, donc il n'y avait pas cet effet d'immensité. Donc Trau a eu l'idée de faire un décor en studio. Il s'agissait de réaliser un bureau très grand, sur un plateau que finalement, à Hollywood, il ne disposait que d'un plateau assez petit, moyen. Donc il a fallu qu'il dessine une perspective forcée, extrêmement forcée, comme on voit sur sa maquette, et de le réaliser comme ça. C'était quand même assez délicat à réaliser, parce que justement là, les assistants devaient faire les dessins pour que chaque partie du décor soit de plus en plus petite dans toutes les dimensions, les 3 dimensions, etc. Et puis le mobilier également, et puis les figurants également. Donc pour les figurants, ils ont eu l'idée de faire passer des personnes de petite taille, pour ne pas dire des nains, dans le fond du décor. Et ensuite, donc voilà, donc ça a marché comme ça. Ça a marché comme ça. Et on le voit très bien dans le film. Les premiers mobiliers étaient de grandeur normale, et très très vite, au bout de 4-5 mètres, on va dire, puisque le studio, je crois qu'il faisait que 30 mètres de long, c'est ce qu'il m'avait raconté,
il a fallu construire des meubles beaucoup plus petits et puis mettre devant des gens plus petits, ou même quelquefois assis par terre, et dans le fond, faire passer des enfants ou des nains habillés avec des cravates, et voilà, comme on était dans les bureaux à cette époque-là. Ce personnage est complètement perdu et écrasé par l'immensité des bureaux qui l'environnent. Et ensuite, il se retrouve chez lui. Alors, chez lui, ils ont choisi l'idée de l'installer dans un appartement qui était en fait des grands appartements finalement très luxueux de l'époque, mais qui étaient dans ces années-là délaissés à Harlem par les grands propriétaires et finalement on pouvait les louer pour assez peu d'argent. Et donc ils ont eu l'idée de l'installer dans un grand appartement à nouveau, très, très luxueux pour un petit fonctionnaire qu'il était. Et ensuite, il a fallu le meubler. Et ils ont eu l'idée aussi de mettre des tableaux, des reproductions de tableaux de maîtres pour donner un peu l'idée que ce personnage avait aussi un peu quand même finalement des ambitions, des choses. Enfin, bon, après, c'est un travail voilà, qu'il faut apprécier par rapport au scénario, mais qu'on ne voit pas forcément dans les films. Il ne faut pas oublier qu'un décor, ce n'est pas uniquement pour le besoin du film, c'est que l'acteur aussi doit s'y sentir bien. Et je sais que Troner aimait beaucoup faire visiter ses décors pendant la construction aux acteurs, quand c'était possible et qu'ils se connaissaient. Donc quand on a la possibilité de montrer le décor aux acteurs, ils sont toujours très, très, très intéressés, parce qu'ils savent se placer dans un décor, c'est important. Donc dans le décor de l'appartement, qui est finalement le contraste du décor du bureau, les espaces sont forcément plus confinés, plus intimes, les couleurs sont plus chaudes, les lumières sont plus chaudes. Il y a un gros travail qui est fait effectivement avec l'ensemblier. Il ne faut pas oublier que le chef décorateur a toute une équipe derrière lui, qu'il dirige bien entendu, mais qui va chercher des objets, qui lui montre, on l'accepte, on ne l'accepte pas, etc. Il faut donc trouver beaucoup d'objets pour donner de la vie. Mais souvent, moi ce qui me disait aussi Troner, c'est que quelquefois on aménage un décor, l'ensemblier, et en plus, en fait, il faut enlever tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui ne donne pas à réfléchir, tout ce qui ne colle pas avec le personnage. Il faut laisser l'essentiel. Il ne faut jamais surcharger un décor. Même si celui-ci paraît surchargé, en réalité, si on s'arrête sur chaque plan, chaque objet a sa place. Dans ce décor d'appartement, bien entendu, la caméra se place à divers endroits. Donc, à chaque fois, il faut déplacer des éléments du décor du studio. Et ça fait partie de la façon de travailler. Il faut bien imaginer que quand on est dans l'axe de la caméra, que le spectateur voit le plan sur son écran, il faut qu'il imagine que derrière la caméra, il y a au moins une vingtaine de personnes. Donc il faut, pour le son, pour le maquillage, etc., donc il faut de la place. Donc un décor en studio permet des tournages de petits espaces avec de grandes facilités qu'on ne pourrait absolument pas trouver si on tournait dans les lieux réels. Absolument pas. De la même façon, pour l'éclairage, on est obligé de ne pas avoir de plafond pour pouvoir orienter les lumières d'une façon la plus efficace, et aussi pour éclairer les visages, pas trop, etc. Et les deux collaborateurs essentiels du metteur en scène, c'est le chef opérateur et le chef décorateur. Le chef décorateur arrive très tôt pour donner un petit peu l'esprit des décors. Il participe beaucoup au repérage, mais très très vite, le chef opérateur aussi intervient. Donc leur collaboration du chef décorateur, chef opérateur, est très très importante pour la qualité d'un film. Bien entendu, car on peut imaginer que le chef décorateur construise un très beau décor et qu'il soit mal éclairé. Mais inversement, l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'on peut faire un décor un peu raté où on n'a pas le temps de tout réaliser et on dit au chef-op, bah, tiens, ça tu me le laisses dans l'ombre, ça tu le montres plus. Donc c'est vraiment un travail de collaboration essentiel, essentiel, essentiel. Et il faut que les producteurs comprennent ça,
Donc cette collaboration, il faut la préserver et même l'installer pour avoir des décors de qualité. Oui. Les maquettes de Troner sont en couleur. Il est peintre, il fait de la peinture. Il est décorateur, donc il donne tous les éléments de détail pour son équipe de construction, la perspective, comme on disait déjà, et puis aussi tous les objets. Donc c'est absolument très détaillé, et c'est un peu la Bible, entre guillemets, du décor qu'on va construire. Et un jour, je lui disais, mais bon, comment ça se passait à l'époque, puisque c'était en noir et blanc, et tu faisais des maquettes en couleur, donc c'est joli, mais ça servait à quoi? Alors il m'a dit, mais en réalité, les acteurs, lorsqu'on les maquille, on ne les maquille pas en noir et blanc, on les maquille en couleur, parce que c'est naturel, il faut qu'ils se sentent bien. Donc les décors qui étaient construits pour les tournages en noir et blanc étaient en couleur, parce que d'abord, finalement, le noir et blanc, ça a quand même des variations de gris qui sont quand même extrêmement fines et bien délicates quand c'est bien éclairé. Il fallait que aussi les acteurs se sentent dans un décor naturel. Donc il n'était pas question de construire les décors autrement qu'en couleur. Dans chaque décor, il faut une idée au minimum. S'il peut y en avoir 2 ou 3, c'est encore mieux. Mais il faut toujours que le décor soit quelque chose de plus que la réalité. Et moi, quelquefois, quand je vais sur des plateaux et que je vois des décors de cinéma qui sont au carré, comme on pourrait les dessiner en architecture, je suis très navré, parce que je me dis, c'est pas possible, autant aller tourner sur place. Tous les décors de Troner, il n'y a pas un angle droit. C'est tout en perspective, c'est malléable, c'est très malléable. Et ça donne beaucoup plus de possibilités de mise en scène, de mouvement des caméras, de mouvement des acteurs. C'est ça son grand talent.